manipulation. Et ça évite en fait l'envoi de mails qui pourraient être piratés, où on pourrait récupérer des informations personnelles. Tout à fait, c'est-à-dire que il faut que toute personne, c'est-à-dire toute personne qui est dans la santé, en plus avec les menaces qu'on connaît au niveau aujourd'hui, donc tout à l'heure, Madame, vous parliez de souveraineté de la santé. Donc tout ça est aussi un moyen de ne pas diffuser de l'information de la donnée dans une messagerie lambda, c'est-à-dire un Gmail ou tout autre messager qui n'est pas sécurisé, n'est pas adapté à la santé. Aujourd'hui, on doit échanger nos données vers des messageries qui sont labellisées messagerie sécurisée de santé, qui est un service socle, je dirais, de l'État. D'accord. Et donc, nous aussi, on incite les professionnels à échanger vers des messageries sécurisées de santé, parce qu'aujourd'hui, la donnée de santé, c'est comme pour la donnée financière, c'est-à-dire dès que un pirate a accès aux informations d'un individu, il peut en faire ce qu'il veut, il peut ensuite, par croisement des informations, accéder aux données bancaires, accéder à des données pour lesquelles on n'a pas d'accès, enfin, on n'a pas envie de les publier. On a envie de les garder privés, si je puis dire. Tout à fait. Donc, voilà. Moi, je conseille vraiment à tout médecin d'éviter d'échanger de la donnée sur la messagerie lambda, parce qu'aujourd'hui c'est très grave, hein. On voit que la donnée circule, que les gens ils ont des techniques pour récupérer les noms, les prénoms, de créer une fausse identité. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a comme des trafics de cartes d'identité parallèles. Oui, tout à fait, oui. Comment ils le font? Parce qu'ils récupèrent des données, ils croisent en fait un numéro de téléphone, un mail, ils peuvent s'introduire. Oui, des fois on croit que c'est bien d'échanger sur WhatsApp, mais... en fait, et en plus, il y a un autre problème, là, c'est que ce sont des données qui sont hébergées, si je puis dire, dans des pays hors UE, donc qui ne respectent pas, on va dire, les règles du jeu de l'Union européenne et la protection RGPD, puisque du coup, ce sont les GAFAM, parlons des choses, nommons les choses, donc ce sont les GAFAM qui gardent ces données-là, et en fait, on ne sait pas ce qu'elles en font au final. Oui, après, c'est vrai que il faut s'assurer que la donnée soit hébergée selon les bonnes normes. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe une norme qui certifie cela. C'est la norme de l'hébergement certifié HDS. Et donc, c'est vrai que quand on passe par un opérateur quel qu'il soit, on n'a pas forcément cette certification-là. Donc, il vaut mieux passer par des opérateurs qui certifient ça. Et là, c'est hébergé dans des data centers en France, sécurisé, où on sait qu'on a une double, voire une triple identification pour accéder, en fait. Oui, je pense que ça va même au-delà de ça, ça va même au niveau du cryptage des données. Hein. Oui, donc derrière, ça va même au-delà. Quand on passe par un acteur qui est certifié HDS, il y a toute une organisation autour de la donnée qui va renforcer la sécurité au-delà de l'authentification. Donc il y a la partie authentification, mais il y a toute la partie de cryptage de la donnée qui est propre à cette organisation. Donc cette information, elle circule vraiment là où elle doit aller finalement. Voilà, donc quand on est en HDS, c'est-à-dire que si d'un côté le professionnel va être strictement identifié, et l'usager va là encore lui aussi être strictement tout à fait. Et pouvoir récupérer aussi sa donnée, son compte rendu, son imagerie, parce que des fois les patients disent moi j'aimerais bien récupérer mais j'ai pas eu mes résultats, ou alors j'essaie de donner au docteur mais j'ai pas pu les garder donc je les ai pas, et en fait là une fois que tout est là-dessus, en fait tout est... Justement en parlant de l'usager, le JCS Buasis on a mis à disposition des hôpitaux, même des acteurs qui le veulent. On a le projet IMAG qui permet aux patients d'avoir un code, et avec ce code de récupérer que les soignants puissent
accéder à l'imagerie. Voilà, donc ça, c'est un des services qu'on a mis en place. Il n'y a pas besoin de garder toutes les radios, les scanners d'il y a 20 ans. Voilà, tout à fait. Tout est dessus. Et c'est un service qui est complètement sécurisé, HDS. Voilà, donc il n'y a pas de... là-dessus, effectivement, le JCS, quand on travaille, on travaille à qualifier que les acteurs ou les intégrateurs ou les éditeurs avec lesquels on travaille soient conformes aux aspects de sécurité et de confidentialité de la donnée. Donc, ce qui est en jeu, en fait, quand on parle de données, et en plus en Guyane, on parle de la donnée du patient guyanais. Donc, pour nous, c'est quelque chose de, comment dire, de cher. Et pour nous, on ne fait pas n'importe quoi avec ces données. Tout à fait. En tout cas, merci. Donc, ça c'est un des piliers. Ça, c'est un des piliers. Voilà. Et après, vous avez d'autres piliers. Vous en avez parlé de 5. Oui, voilà. Donc, ça, je parle de la sécurité. Donc, il y a beaucoup à dire sur la sécurité. Donc, l'autre pilier, c'est, il faut, tout ça, c'est dans un cadre de pouvoir optimiser la gestion de la donnée. Donc, voilà. Donc, ça se rejoint de manière à structurer de manière efficace et en rendant accessible cette donnée à l'ensemble des professionnels de santé. Voilà, donc ça c'est un deuxième pilier. En respectant les exigences professionnelles et légales. Et légales. Donc on suit vraiment un cadre aussi, il faut dire, qui est quand même très strict. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ensuite le troisième, c'est de pouvoir interconnecter ces acteurs de santé. Donc c'est vrai que au niveau du GCS Gazis, donc c'est pour ça que nous de notre côté on a mis pas mal de temps parce que il a fallu constituer tous ces systèmes. Donc on va parler en Guyane d'espace de partage, c'est-à-dire un espace qui permet d'interconnecter des systèmes d'information hétérogènes. Donc on a un outil qui est mis en place au niveau de la région comme Pépite Parcours, qui permet de faire de la coordination des usagers ou du patient ville-hôpital. Ville-hôpital, voilà. Donc, avoir directement un lien, par exemple, moi je pense à Diam, au réseau Diam, qui est quand même un utilisateur de ce... Voilà, qui utilise l'outil Globule, mais cette information Globule, donc, ira dans un espace de partage qui pourra être utilisé sur Pépite Parcours, c'est-à-dire qui est une autre solution qui permet aux acteurs des réseaux de coordonner les usagers ou leurs patients autour d'une pathologie. Donc ça peut être le prématuré, ça peut être la personne âgée. D'accord, et chacun en fait peut échanger dans ce cercle qui est prédéfini. Voilà, parce que là, ce n'est pas... alors c'est vrai que c'est une communication professionnelle à professionnelle, mais dans ce cercle-là, les professionnels, j'ai une question, je ne sais pas, voilà, il y a ça, bon, moi je pense plutôt aux diabétiques, parce que bon, je suis infirmière libérale, donc voilà, j'ai tel souci, l'attente de diabète, sa glycémie elle est haute, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie aux urgences, il va dans le service, le médecin dit, bah non, tu fais ça, et voilà. Il y a des critères, ça évite parfois aussi des passages aux urgences, ça réduit aussi les hospitalisations. C'est quand même le but final aussi. Oui, le but final, c'est d'arriver aussi à faire que le patient passe le moins souvent à l'hôpital, de le garder le plus à son domicile. On constate que c'est vrai que un souvenir de séminaire, c'est que en France, on est beaucoup dans un soin hospitalo-centré, mais c'est de sortir justement de ça, c'est-à-dire d'arriver à être dans un parcours qui soit intelligent entre la ville, l'hôpital et que le patient... Et qui permet finalement de circuler librement. Parce que quand tu as besoin, effectivement, quand tu as besoin de l'hôpital, il faut que le patient puisse y aller et soit attendu et au bon endroit, et on évite les circuits supplémentaires, quoi, si je peux dire. Voilà, c'est de renforcer aussi toute cette coordination. Et je pense que je pense qu'on voit les effets, quand c'est bien géré. Justement, le Covid a permis... C'est vrai qu'en fait, j'ai envie de dire, mais finalement, la e-santé, ça fait 10 ans, donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a un travail qui a été fait sur ce sujet-là. En tout cas, moi, je me rappelle aussi qu'on parlait de télésanté, téléexpertise. À l'époque, c'était les valises au SAMU, et en Guyane particulièrement, c'était quelque chose de très nouveau.
on pouvait communiquer avec les CDPS via les valises satellitaires quand il y avait une urgence, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de communication. Mais c'est vrai que finalement, le Covid, ça a été quand même un coup de projecteur incroyable finalement sur la e-santé, sur la télésanté. Tout à fait, oui. Oui, parce que en fait, là, ça vient toucher un des quatrièmes piliers. C'est aussi permettre d'améliorer les services de la santé, les services de santé. C'est-à-dire que quand on parle de téléexpertise, de télésanté, c'est des services autour de la santé. Ça permet d'améliorer le soin autour du patient. Voilà, donc. Ça, c'était beaucoup. Ça, c'est votre cheval de bataille aussi, docteur Thomas, la télésanté en Guyane. C'est mon cheval de bataille, c'est une vieille histoire en Guyane. Ça oui. Il y a 14 ans. Oui. Et ça n'a pas trop pris au début. Les valises étaient réservées aux CDPS. Oui, tout à fait. C'était coûteux aussi. Elles étaient fournies par le presse. Ouais. Et ça a été très confidentiel pendant longtemps. Et là, on a essayé de mettre en place une organisation de télésanté qui a été quelque part accélérée par la crise Covid, effectivement. Où là, il n'y avait pas trop de choix, on ne peut pas sortir, donc il fallait mettre une solution. Ben oui. Et en sachant que cette crise Covid n'a pas eu que des effets bénéfiques. Les consultations, quand on rembourse, si on rembourse le tarif sécu, un simple coup de téléphone, ça peut faire aussi passer la télésanté pour la sous-médecine. Je pense qu'il faut sortir ça de la tête. La télésanté, la téléconsultation n'est pas une consultation au rabais. C'est une vraie consultation avec ses avantages et ses inconvénients, comme une consultation présentielle. Et c'est moins bien que du présentiel, on est d'accord, mais entre ça et rien, il y a ça. Ouais. Et sur la Guyane, sur la Guyane, qu'est-ce qu'on a comme solution en termes de télésanté? Sur la Guyane, il y a pas mal de solutions. Je dirais même qu'il y a trop de solutions, parce que s'il y avait une solution régionale unique, ça serait quand même idéal, mais bon, ce n'est pas le cas. On ne peut pas imposer, on n'est pas une dictature, on ne peut pas imposer à tous les acteurs un outil spécifique. Donc il y a plusieurs outils qui permettent de faire de la télésanté. Alors, cette télésanté, qu'est-ce que c'est? Elle comporte deux éléments. La télémédecine, dans laquelle il y a obligatoirement intervention d'un professionnel médical. Cette télémédecine, c'est la téléconsultation, donc l'échange d'un médecin ou d'un spécialiste avec son patient. Oui, donc ça, c'est un échange direct. C'est un échange direct. Alors le patient, il est soit seul, il est tout seul, soit il peut être aidé par un professionnel paramédical. Oui, tout à fait. Le deuxième volet de cette télésanté, de cette télémédecine, c'est la téléexpertise. Oui. Là, c'est avec l'autorisation du patient, un échange entre deux professionnels, entre un professionnel de santé et un professionnel médical, mais en l'absence des patients. Le patient donne son accord, mais il n'est pas forcément prévenu au moment où les professionnels de santé échangent entre eux. C'est peut-être aussi parce que, par exemple, le professionnel le médecin ou l'expert que l'on veut voir, par exemple, n'est pas disponible à ce moment-là. Donc, quand on est avec le patient, par exemple. Donc voilà, mais ça permet quand même de discuter d'une situation toujours avec l'accord du patient. Toujours avec l'accord du patient, un professionnel de santé, médical ou paramédical, peut poser une question à un spécialiste. Envoyer une photo. La photo d'une plaie pour une infirmière. Voilà. Une éruption cutanée pour un médecin. Et demander au dermatologue ce qu'il en pense. Et là, on a le contact quelque part direct, même si ça se fait de manière un peu plus latente. Ça se fait de façon différée. Voilà. Mais entre une réponse différée de quelques jours et l'attente de plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, la réponse différée de quelques jours, elle est quand même plus agréable, elle est confortable quand même pour l'usager. L'autre élément de cette télémédecine, c'est ce qu'on appelle des réunions pluridisciplinaires de coordination. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là plusieurs professionnels de santé, professionnels médicaux, qui se réunissent pour discuter autour d'un cas d'usager, d'un cas de patient. C'est surtout pour les cas complexes qui posent problème. Oui. Là, plusieurs spécialistes peuvent se réunir et puis donner un avis conforme de la science pour essayer de régler un problème compliqué.
D'accord, donc c'est ce qu'on appelle en fait une RCP. Une RCP, en fait, réunion de coordination pluridisciplinaire. Et en fait, on va dire il y a une situation de soins, et là se posent des questions, et en fait, ça permet aussi de partager aussi le professionnel de santé soit pas seul en fait à prendre une décision qui a quand même un impact sur la santé. Et donc plusieurs professionnels, même en distanciel, on discute, on partage des données et on voit et on puisse proposer à l'usager en fait la meilleure je vous disais que proposition. Pour les cas complexes, il y a des cas où c'est même obligatoire. Hein, c'est RCP en cancérologie, c'est obligatoire. Hein, il faut qu'il y ait au moins trois professionnels de 3 spécialités différentes en rapport avec la pathologie d'usager pour avoir une décision qui soit la plus conforme possible à ce qu'ils vont évoluer. D'accord. Aussi avec l'évolution des techniques, des technologies, les dernières recherches. Donc c'est vrai qu'il faut être assez... ça permet aussi d'être soigné de la même façon à Cayenne, à Maripasoula ou à Paris. Voilà, tout à fait. Qu'on ait un bon partage des expériences et des différents professionnels qui sont engagés dans le soin. Et puis le dernier élément de cette télésanté, de la télémédecine, c'est le télésoin, où là, il n'y a plus de professionnel médical. Là, c'est des échanges entre soit un professionnel paramédical et son patient, soit plusieurs professionnels paramédicaux entre eux. Là, il n'y a plus d'intervention. Ça a été mis dans la dernière loi santé. Oui, tout à fait. 2022. Et ça donne quelque part un cadre légal aux échanges entre professionnels paramédicaux. Oui, tout à fait. Par exemple, un envoi de compte rendu, de partage. Ça peut être, alors on retrouve les mêmes façons d'échanger que dans la télémédecine. Dans la téléexpertise, on peut imaginer une infirmière qui fait appel à une infirmière spécialisée en paix et cicatrisation pour avoir un avis sur une plaie, oui, sur une prise en charge. Tout à fait. En tout cas, ce sont des choses qui permettent une meilleure prise en charge, surtout quand on sait que la difficulté parfois d'accéder à des professionnels sur le territoire ce n'est pas que en Guyane, parce que moi je me rends compte que même en métropole, ça devient très compliqué dans certains endroits aussi. Et dans certaines spécialités, en fait. Alors, comme je le disais, c'est pas la panacée de la santé, mais ça permet quand même en tout cas de maintenir, voilà. Et puis de maintenir aussi les gens sur leur territoire aussi, sans avoir sans arrêt à se déplacer. Alors là, au niveau régional, il est mis en place un outil qui s'appelle Comudoc, un outil de santé qui permet ce que je viens de dire. Il y en a d'autres, il y a un outil qui est mis à disposition de certaines pharmacies, aussi, avec une cabine de télémédecine qui permet de faire un peu des téléconsultations. La CPTS Centre Électoral a un outil qui s'appelle Pandalab, qui permet aux professionnels d'échanger entre eux, qui permet aussi de faire de la télésanté. Donc il y a une offre qui est quand même assez importante. Le problème maintenant, ça va être de faire communiquer ces offres entre elles. On ne peut pas avoir, c'est inacceptable dans un territoire comme la Guyane, d'avoir plusieurs outils qui travaillent chacun dans leur coin et qui ne communiquent pas. Oui. En fait, il faut qu'il y ait de l'interopérabilité. Voilà. Et l'interopérabilité, c'est intolérable. Oui. En fait, c'est là où je voulais aboutir. C'est le dernier pilier de l'urbanisation. Le 5e pilier. C'est de permettre une évolution vers une vision globale. C'est-à-dire que pour permettre cette évolution vers cette vision globale, c'est d'arriver à... c'est tout ce qui permet d'interconnecter tous ces outils entre eux, voilà, et qui permet justement de favoriser une meilleure coordination entre les professionnels de santé, voilà, parce que si tous les acteurs restent en silo, l'information ne vit pas correctement, et donc du coup ça peut être contre-productif par rapport à... Il faut saisir à chaque fois les données, pour se récupérer. Voilà, donc c'est ce 5e pilier que nous, en tant que grade, on porte, c'est d'aller vers
l'évolution vers, ce que je disais, c'est l'évolution vers une approche globale du numérique en santé. C'est-à-dire qu'on arrive à faire comprendre cela dans le but justement d'avoir un meilleur traitement de la donnée patient ou usager pour les professionnels, pour l'usager. Mais aussi, il y a quand même aussi une évolution aussi des outils, parce que bon, moi je vois aussi certains outils qu'on avait au tout départ, on voit que maintenant il y a de nouvelles fonctionnalités, donc il y a quand même une amélioration aussi de... Oui, il y a de l'amélioration, pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette doctrine nationale qui fixe aux éditeurs le fait qu'il doit être dans un cadre qui doit être conforme justement à certains socles de niveau national, comme pouvoir alimenter le DMP, de pouvoir échanger de manière sécurisée avec une messagerie sécurisée de santé. Donc, on peut bien sûr avoir des solutions différentes, mais avec des socles qui soient conformes, des socles communs, et qui permettent cet échange, ce partage d'informations. Voilà. Donc, si on veut faire une conclusion sur l'urbanisation. Excusez-moi. On appelle, c'est